cette année. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On est là pour couvrir l'événement Football Solidarité et en partenariat avec Play Again. Pour ça, j'ai un invité de marque. J'aime énormément son histoire. Il va vous en parler aussi. Il va d'abord se présenter. Je vais le laisser se présenter et après on va échanger comme vous le savez. Bonjour à tous, je suis Guillaume Delamarre, le fondateur de l'association Play Again. Donc, une association qui a pour but d'aider les gens à encaisser les traitements en cas de maladie lourde et après les traitements à se reconstruire. Alors, j'aimerais que tu nous expliques un peu d'où tu viens, ce que tu as un petit peu traversé et pourquoi le projet Play Again. Donc, je suis issu du monde du tennis. J'étais numéro 1 français et numéro 50 mondial en 2019 quand j'ai eu un cancer, un papillomavirus sur la base de la langue. Et en fait, j'ai eu un traitement de chimiothérapie et de radiothérapie pendant lequel j'ai jamais arrêté de jouer au tennis, jamais arrêté de faire du sport. Ça m'a permis d'encaisser complètement la chimiothérapie et ça a augmenté la chance de l'impact de ce traitement. Et après, malgré avoir perdu plus de 20 kilos, je me suis reconstruit par le sport à nouveau. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans, donc je suis en rémission complète. Donc je vous invite tous à fêter cet anniversaire. La rémission, c'est une belle chose. Et j'ai décidé maintenant d'aider les autres en créant cette association et en levant des fonds pour aider un maximum de personnes qui en a besoin dans les cas de cancer, mais pas que. Ça peut être du diabète, ça peut être d'autres maladies, du Parkinson, ou tout type de problème où le sport apporte quelque chose en termes de guérison et en termes de soins. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de pathologies différentes, de maladies différentes. Comment, quand on souffre, on arrive à garder un peu cette envie de faire du sport, de pouvoir se dépenser même dans la douleur? Alors, moi, ça a été une démarche naturelle en tant que sportif, entre guillemets, de haut niveau, où j'ai décidé de combattre. Et ça rejoint un peu l'entraînement. L'entraînement, c'est on se prépare à quelque chose, on se prépare à un combat. Et quand on est malade et qu'on a un traitement lourd, le fait de faire du sport, ça donne aussi une situation, un point auquel on en est. Et ça permet de se donner des étapes à refranchir pour combattre la maladie. Voilà, donc ça a été quelque chose de naturel dans mon cas. Mais je reviens sur ce que tu disais, il y a effectivement pas mal de personnes qui nous sollicitent, qui n'ont jamais fait de sport. Et là, je pense que c'est beaucoup plus compliqué d'aller vers le sport quand on n'en a pas fait précédemment. On parle d'étapes. Quels conseils tu donnerais à des personnes qui sont peut-être dans la maladie et qui aimeraient commencer par le sport, en tout cas de se sentir vivant par le sport? Quelle étape tu leur donnerais pour pouvoir être un peu consistant? Alors, il faut rester actif en fait par le sport. Quand on dit rester actif, il y a quelques temps, il y a quelques années, on disait je suis malade, il faut que je sois chez moi, que je sois couché. Aujourd'hui, tout ça c'est fini. Les médecins prouvent que 30% de récidives en moins ont lieu grâce au sport et que 30% de guérison des maladies sont amenées par le sport. Quand on dit sport, je parle d'activité sportive. Ça peut être jouer aux boules, ça peut être faire du tarot. C'est toutes les activités qui apportent quelque chose, qui apportent de l'endorphine. L'endorphine, c'est une hormone positive au niveau du cerveau. Et cette hormone permet de combattre la maladie et de mieux encaisser les traitements. Les étapes, ça va être des étapes de reconstruction, dans mon cas, par rapport à ce que tu me posais comme question. Le sport permet de mesurer si tu peux tenir un quart d'heure en cardio, une demi-heure, 1 heure, ou de retrouver ton rythme de sportif normal. Donc chacun se donne ses étapes et les médecins du sport sont aussi là pour accompagner les malades. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton association? Alors on a ouvert il y a 2 ans en fait l'association. Donc quand j'étais en rémission, j'étais pas encore complètement guéri mais j'étais en rémission et j'ai décidé de me tourner vers les autres et ne trouvant pas de travail parce qu'à la suite de mon cancer j'avais arrêté mon travail, j'étais commercial et j'ai décidé de m'occuper des autres. Donc j'ai ouvert l'association et naturellement, tu parlais de Nadal, les joueurs de tennis dont Nadal qui est assez connu et la marque Wilson qui m'a soutenu m'ont offert des lots dédicacés de façon à lancer le financement, à vendre ces lots et à lancer le financement de l'association. Et derrière, on a eu 50 champions du monde qui nous ont rejoints, quel que soit le sport, des boxeurs, des rugbyman. On a eu Teddy Riner, on a eu Mbappé, on a eu Djokovic, on a eu Skarbowski, le boxeur. Enfin tout un tas de champions qui nous ont offert des lots
qu'on a vendu à Drouot et ça a été la première étape de levée de fonds de cette association. On a aidé des malades avec un médecin du sport en leur remboursant des licences et en offrant des abonnements en salle de sport. Et puis derrière, ça a grandi, des projets sont arrivés. On a commencé à financer des projets sportifs, notamment les 2 derniers pour ne pas les citer. C'est une personne qui fait de l'escalade et à qui on offre une semaine au Maroc pour escalader un 4000. Et le deuxième, c'est un jeune boxeur de 27 ans qui a eu un cancer, qui est champion de France avant d'avoir eu son cancer et qui décide d'essayer de regagner son titre, mais cette fois-ci en rémission. Voilà, donc c'est des projets qu'on accompagne. En tout cas, merci pour cet échange. C'est le bienvenu sur la chaîne Rectangle TV. C'est un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup d'être là. Il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. De retour les gars, merci à vous d'être avec nous. On est avec monsieur Ricky. Merci. Ça fait longtemps qu'on a envie de se voir et de discuter. Là, on doit discuter, Ricky. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui font comme s'ils ne te connaissaient pas? Alors, moi, c'est Ricardo Fati, ancien joueur professionnel. Voilà, en pleine reconversion, je coach à Versailles, au FC Versailles, les 18 R1. Amateur de foot, hein, comme tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici pour le tournoi de football Solidarité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où on est, ce que tu fais et pourquoi cette cause aussi elle est importante pour toi? Ouais, je viens souvent quand il y a des événements de football Solidarité. Donc, comme tu le sais, hein, c'est une association qui vient en aide aux autres associations. Donc, c'est un très bon concept. Il donne de la force. Seaway qui s'occupe de football Solidarité aide d'autres associations à récolter des fonds, hein, tout simplement, à avoir plus de visibilité. Et voilà, nous on essaye de mettre, on va dire, notre pierre à l'édifice en organisant ces genres de tournois, en étant présent, voilà, en donnant un peu de force à Seaway et à toute son équipe. Donc c'est un plaisir d'être ici pour ce tournoi. Alors Ricardo, j'aimerais te poser une question parce que tu vois, toi, tu es aussi un personnage que nous on a connu en tant que petit. Moi je t'ai connu voilà, par rapport à la télé, et je pense que beaucoup de gens te disent la même chose. Mais je crois comprendre avec ce que vous faites aussi en dehors. Il y a Ballon Main Corps, tu en as pas encore parlé, mais j'aimerais qu'on en parle, Ballon Main Corps. Il y a aussi l'association que tu as aussi avec ton frère où vous faites l'académie. Il y a aussi PFA, je crois que ça s'appelle. PFA, ouais. PFA. En quoi pour toi, parce que tous ces projets ils ont un lieu commun et ta présence aujourd'hui aussi c'est un truc commun. Ouais, bien sûr, c'est partager, le partage, c'est l'échange. C'est le partage, c'est aussi la transmission. C'est important parce que pour ce qui est de la PFA, déjà, la Professionnel Football Academy, c'est l'académie de mon frère. Donc moi, pareil, hein, je lui donne un gros coup de main à ce niveau-là, au niveau du coaching. C'est une école de football, on est là pour donner des cours, mais aussi pour sensibiliser, que ce soit les parents et les enfants, bien évidemment. Donc c'est surtout le souci de transmission. Et là, oui, en effet, on est dans le partage, mais bon, comme tu le sais, Nas, avec mon frère, on est vraiment impliqué là-dessus. Pour nous, c'est super important d'être pas dans le social, parce que c'est pas du social, mais être, comme tu l'as dit, dans le partage, la transmission, parce que on est surtout reconnaissant de ce qu'on a connu en tant que jeunes. Nous aussi, on vient des quartiers, on vient de régions parisiennes. Dieu merci, on a réussi à avoir une carrière dans le foot. Maintenant, c'est à notre tour de transmettre et de donner notre part de vécu. Et justement, juste aussi, je vais revenir sur ça avec toi, pardon, un petit peu froid, mais maintenant tu ressens le froid, tu ressens. Parler, c'est compliqué. Voilà, mais ce que je veux te dire, c'est que tu vois, tu es beaucoup dans l'échange, dans le partage et la transmission, le retour d'expérience, c'est très important. Maintenant, la réalité, c'est que ta génération, la mienne, n'est pas celle à qui on veut transmettre le message. Alors pour toi, quels outils toi tu utilises pour pouvoir t'adapter à cette nouvelle génération pour qu'ils soient audibles, parce que forcément on n'est pas reconnu par ces jeunes-là et par leurs parents. Mais tu sais, même si les jeunes ne nous connaissent pas forcément, quand tu parles du côté professionnel, quand tu montres un peu ta carrière, quand tu montres les clubs dans lesquels tu as joué, forcément il y a une part de légitimité. Donc forcément ils sont à l'écoute. Déjà on a déjà un peu leur oreille. Et c'est important. Et encore une fois, hein, avec humilité, hein, avec mon frère, on a eu la chance de connaître des grands clubs, de connaître une vraie carrière professionnelle. Et il faut savoir avoir le bon discours aussi pour les attirer et pour parler avec eux.
Et après pour le fond, c'est vraiment les valeurs. Hein. C'est un peu bateau de le dire, mais c'est vraiment les valeurs humaines, la notion de respect, la notion de discipline, la notion de patience, parce que maintenant, tu le sais, avec tout ce qui se passe autour du football, les enfants et les parents ont tendance à aller un peu trop vite, à penser que la une carrière est assez facile, les côtés aussi financiers qui rentrent en ligne de compte. Donc voilà, nous on apporte un peu de tempérance, on apporte un peu de sensibilisation. Et pédagogie autour de pédagogie, tout ça. Ouais, c'est le terme que je cherchais exactement, Nas. Et pour le coup, c'est le fait de nous donner nos noms, il y a de l'écho, donc c'est bien. Alors, être dans la pédagogie, c'est pas empêcher les gens de rêver, pas du tout. Non. Mais tu es un petit peu contre la vague quand tu expliques qu'il faut un petit peu tempérer certaines choses, prendre de la distance. Est-ce que ton message, tu as l'impression, toi, qu'il est entendu? Et s'il est entendu, c'est peut-être parce que tu es professionnel et ça aide un petit peu, mais est-ce que tu penses que ce message-là, il est audible aujourd'hui pour la génération d'aujourd'hui ou compliqué? En tout cas, tu sais, Nas, qu'il soit audible ou pas, c'est pas grave. Enfin, je dirais, nous, on est là pas pour avertir, mais encore une fois, pour sensibiliser. On est là pour parler de notre vécu, d'avertir les parents et les enfants de divers éléments qui font que, il faut faire attention à ce parcours, à ce chemin de vouloir devenir professionnel. Il y a des étapes, il y a un cadre. Exactement. Et pour le coup, qu'ils soient entendus ou pas, après libre à eux de prendre le discours ou pas. Mais après, nous on est seulement là pour avertir. On sait que c'est compliqué, encore une fois je me répète, mais avec l'environnement autour, c'est compliqué, mais il faut avoir des voix qui s'élèvent pour avertir cette nouvelle génération, c'est important. Et puis et même au-delà de ça, c'est aussi notre devoir en tant que parents, en tant qu'éducateurs, d'avoir ce genre de discours. Écoute, je vais pas te prendre trop de temps parce que là tu vas commencer à avoir froid. En tout cas, ce qui est nul, c'est que tu as vu, c'est tellement enrichissant, c'est tellement riche qu'on a envie de continuer. Mais comment on veut pas qu'il ait froid, mon gars? On est obligé de le ramener, sinon. Ouais, maintenant ça pas touché avec rectangle, avec ballon main corps. C'est gentil. On a encore ce genre de discours. Donc, tu vois, après il va dire ça continue à perdu. Les gars, il a perdu à côté de. Alan, ça va ou quoi? Tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Alors merci de passer au micro de Rectangle TV. Avec plaisir. Franchement, c'est un plaisir moi de t'avoir parce qu'on s'était déjà vu précédemment avec Sam et je suis très content de t'avoir aujourd'hui avec moi. Là, on va parler de toi. On va faire un petit jeu aussi. On va faire un petit jeu et tu vas me donner un petit peu de ce que tu penses. Est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui font genre ils te connaissent pas? Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Alan Rakotovaza. J'ai un long nom de famille. Je suis malgache. Je suis international malgache au foot, je suis gardien de but, je fais des vidéos ici sur YouTube et j'ai participé aussi à la Kings League avec Amine Mathieu. On va vous mettre tous les contacts un peu en dessous de la vidéo, bien évidemment il y aura l'Instagram, il n'y a pas de problème, et tous les réseaux de toute façon. Alors aujourd'hui, c'est quoi ton actu aujourd'hui Alan? Actuellement là je joue à la Salésienne de Paris dans un club en R3 parce que j'ai repris les études. Okay. Du coup je fais un BPGEPS pour avoir des compétences en tant que coach sportif. Et du coup je joue au foot là, je joue à la Salésienne en R3 et on est premier du classement invaincu et ça se passe bien. Et t'as toujours joué au foot depuis que tu es tout petit? J'ai pas toujours joué au goal ou pas? Toujours été au goal. J'ai commencé assez tard en plus. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Et sinon j'ai fait un peu de tennis, 1 an, sport de combat quand j'étais plus petit. Et j'ai commencé le foot réellement à l'âge de 14 ans. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sous quelle forme le grand public t'a un petit peu connu? Parce qu'on sait que tu as fait un peu la Kings League. Ouais, est-ce que tu nous expliquer un peu comment ça arrivé pour toi? Comment ça s'est mis en place? Comment tu as su comment aller sur la Kings League? Comment tu as fait pour en gros, il y avait Amine Mathieu, il avait fait un post sur Twitter, sur X. En gros, il organisait le plus grand tournoi. En gros, c'est Piqué. Il organisait le plus grand tournoi de foot à 7. Et en gros, Amine Mathieu, il cherchait des joueurs, les meilleurs joueurs du pays qui étaient pas sous contrat, les meilleurs joueurs amateurs en France. Et du coup, il fallait qu'on envoie notre CV. Et en fait, moi au début, j'étais pas au courant. C'est mes potes, ils m'ont envoyé, ils m'ont dit ouais, en vrai, tu devrais le faire et tout. Je pense que tu pourras avoir ta place. Donc du coup, suite à ça, j'ai postulé, j'ai envoyé mes vidéos parce que j'avais déjà des vidéos sur lesquelles je gueulais tout ça. Et ils m'ont appelé pour un premier tour. Je pourrais pas te dire on était combien exactement à la détection, mais j'ai passé 2-3 tours
Et finalement, j'ai été pris Nasri, devant les yeux de Nasri et Amine Mathieu. Ils ont kiffé mon profil et du coup de là, ils m'ont pris dans l'équipe. T'étais dans quel club à cette époque-là? À ce moment-là, j'étais au Red Star. Et du coup, ils m'ont pris et c'était une bonne surprise. Et j'avais bien joué aussi, tu vois. Et d'avoir les éloges de Nasri, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et qu'est-ce que ça... Explique-nous, mets-nous un petit peu dans l'ambiance. Ouais. Quand voilà, t'es pris dans le truc, j'imagine. Comment tu reçois déjà la confirmation que t'es pris? Bah déjà, moi je regardais le live parce qu'il y avait un live. Ouais, je me Du rappelle. coup, ils jugeaient les joueurs et tout. Et en fait, je savais déjà qu'ils avaient un œil sur moi, tu vois. Et en fait, pendant tout le live, ils n'arrêtaient pas de dire ouais non, le gardien Alan, il est trop fort, tout ça, nanana. Donc je me disais déjà, j'ai pas mal de chances pour intégrer l'équipe. Et ensuite, j'ai reçu la validation du coup sur un autre live. Et c'est là où ils ont annoncé les joueurs, Oui. en fait en direct. Oui. Et là, dès que j'ai vu mon nom, j'ai crié de joie. J'étais content en plus de partir En au famille? Mexique. T'étais en famille à ce moment-là ou Non, avec même des potes? pas. J'étais avec les potos Today's Football. On était ensemble. Tom et avec- Lucas? Ouais, Tom et Lucas. J'étais avec Tom et Lucas. Et on a regardé ça ensemble et c'était une belle surprise. Et maintenant, voilà, ramène-nous au Mexique. T'arrives au Mexique, déjà le fait d'avoir voilà, ton billet et de ça doit être incroyable. Mais voilà, maintenant t'es dans l'avion, t'arrives au Mexique, qu'est-ce que tu vois? Décris-nous un petit peu l'ambiance et l'atmosphère de la Kings League. Bah, déjà, on arrive au Mexique, il fait super chaud. Il n'y avait pas beaucoup d'oxygène là-bas, donc il fallait s'adapter directement. Et même, on est rentré directement dans un hangar. Et en fait, le temps qu'on s'adapte et tout, c'était compliqué. Mais avant ça, on était logé à l'hôtel et on s'entraînait déjà sur d'autres terrains. Tu vois. Mais c'était une première, tu vois. Ouais. Donc le temps de s'adapter et tout, c'était chaud. Et même le temps d'assimiler les règles, parce qu'on avait révisé les règles déjà, parce qu'on s'entraînait à Jambouin, nous. Le temps d'assimiler les règles et tout, ça prenait un peu de temps. Et ouais, quand t'arrives, en fait, tu vois plein de stars, tout ça, tu te dis, ah ouais, c'est impressionnant et tout. Les Jérémy Ménez, Nasri, comment ils ont été avec vous? Vraiment des bons. Jérémy Ménez, Nasri, je crois que ça a été une très très grosse surprise. Humainement, c'est incroyable, c'est des bons de fou. Ils nous ont mis bien, ils nous ont donné des conseils et tout, on les a pris à la lettre. Moi, par exemple, si tu veux, avant le deuxième match, il y a Nasri, il vient me voir, il me parle et tout. Il me dit ouais, confiance en tes qualités, tout ça, t'as un bon jeu au pied. Donc tu vois, ça c'est des trucs qui restent gravés en vrai. De la part de Samir Nasri, Jérémy Ménez à l'entraînement, j'arrêtais ses frappes. Il me disait non mais c'est trop et tout. Non. Tu vois, c'est incroyable. En tout cas, tu nous as fait rêver pendant la compétition et vous nous avez tous fait rêver. Ouais. Moi, j'aimerais revenir juste aussi sur l'événement du ballon que nous... Ouais, ça c'est. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Toi, de l'inside, qu'est-ce que tu as vécu à ce moment-là? Comment tu l'as vécu ce moment-là? Ah, j'en ai encore un goût amer, je t'avoue. Hein. Parce que en fait on était bien, on avait une bonne équipe, on se sentait bien. Déjà pendant les matchs, pendant les 3 premiers matchs, on sentait quand même un peu qu'il y avait. On essayait de nous mettre des bâtons dans les roues, tu vois. Parce que peut-être parce qu'on était l'équipe française contre les hispaniques et tout. Et à ce moment-là, quand il y a la séance de penalty, c'est Christian qui est à ma place au goal, c'est lui qui faisait les penalty MLS. Et déjà il était trop fort sur les penalty MLS. Et en fait au moment où il arrête la balle, nous en fait on crie de joie donc on voit pas trop le ballon partir. On se dit c'est bon, c'est fini. Et en fait dès qu'on se retourne, on voit que l'arbitre il accorde le but, on comprend pas. Donc comme tout le monde, moi j'ai pas compris, je sais pas ce qui s'est passé réellement. Je vois juste au ralenti après que la balle elle revient dans le but. Je me dis non c'est pas possible de se faire éliminer sur ça, tu vois. Et au final je sais même pas si la balle elle touche le plafond ou pas, tu vois. Ouais. Donc, Personne n'a eu là aujourd'hui, avec le temps, maintenant il y a du recul. Personne ne sait si vraiment elle a touché, pas touché, il n'y a pas eu de communication derrière. Il n'y a pas eu, hein. Il y a eu des vidéos comme tout le monde a vu, mais on sait pas exactement. Moi je te mens pas, je vais pas me prononcer parce que je sais pas. Donc, Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Et tu sais quoi, ta vision aujourd'hui, parce que tout en sachant, on tourne la vidéo où là, actuellement, il y a la Kings League qui se joue. ouais. C'est quoi, en tout cas, ton ressenti par rapport à cette compétition-là? Est-ce que voilà, tu trouves que c'est une compétition qu'on aurait pu quand même faire sous des conditions, bien évidemment, sur les bonnes conditions? Est-ce que tu penses que ce pays, un pays comme la France, aurait pu exceller dans ce genre de compétition? Bien sûr, avec tous les talents qu'on a ici en France, là c'était la première fois. Donc comme je t'ai dit, le temps de s'adapter et tout, c'était pas facile. Mais cette compétition elle a un gros potentiel. Elle a vraiment un gros potentiel. Je pense que la Kings League, si elle vient en France avec des bonnes règles et sans, tu vois, ça peut faire quelque chose. Ça peut être grand. En plus les gens ils kiffent les fives. Donc c'est un peu un entre-deux entre le foot à 11 et le foot à 8 et le foot à 5. Donc en plus il y a des règles, c'est ludique. Je
pense que ça peut faire quelque chose de grand ici. Moi, en tant que spectateur, au début, j'étais un peu dubitatif sur le format, mais c'est vrai qu'en le regardant, j'ai trouvé ça, comme tu as dit, super ludique et j'ai trouvé ça vraiment bien. Après, voilà, je pense que à vivre ce que vous avez vécu et encore plus Amine, parce que voilà, on a bien compris qu'il avait vraiment aussi mis ce qu'il pouvait pour pouvoir faire la Kings League. Je pense que voilà, ça peut dégoûter et tout par rapport à ce que vous avez vécu. Mais moi, voilà, si je peux donner un petit message par rapport à ça, les mauvaises choses, ça arrive dans le foot. J'espère que voilà, Amine, il arrivera à trouver un petit peu un terrain d'entente avec au moins quelqu'un d'autre. Mais ouais, j'espère que ce sera avec Amine parce que c'est lui qui a commencé le projet. Mais voilà, essayer de trouver peut-être un terrain d'entente pour que la France ne soit pas interdite d'une compétition comme ça. Parce que comme tu disais tout à l'heure, ça permet de mettre des joueurs professionnels avec des joueurs amateurs. C'est super beau, il y a des messages à faire passer. Et je pense que voilà, on est nous un pays, qu'on le veuille ou non, on est un pays de football et on peut faire des très très belles choses dans cette compétition. Yo l'équipe, je suis très content de pouvoir avoir Jessica avec moi. Alors, je vous le dis, franchement, moi c'est un coup de cœur depuis très longtemps avec la génération voilà, Marie-Laure Dely, Camilla Billy, il y avait énormément... Elise Boussaglia, il y avait tout le monde, je vous connais toutes. En tout cas, voilà, je suis très fier de t'avoir. Merci beaucoup de t'arrêter sous ce froid polaire. et voilà, d'où tu viens en fait, Jessica, d'où elle vient, comment ça se fait que voilà, tu as aimé le foot, c'est quoi ton parcours un petit peu? Moi je viens d'Angers à la base, mon père et ma mère sont à Angers, ma mère vit encore à Angers. Mon papa entraînait, jouait au foot, mon frère jouait au foot, mon grand frère, donc j'ai toujours baigné dans la culture du sport. Après, j'ai pas commencé à jouer au foot tout de suite, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du handball et après je me suis mis au foot. Mais même si j'ai pas commencé tout de suite par le foot, j'étais quand même tous les week-ends à l'entraînement, j'allais voir mon père jouer, j'étais à l'entraînement quand mon père entraînait les garçons, etc. Donc au final, j'étais tout le temps baignée dans le foot et ils m'ont vraiment transmis cet amour du ballon en fait, tout simplement. Et dans le jardin, je jouais avec mon grand frère, je voulais faire comme mon grand frère qui jouait au foot, donc c'est vraiment grâce à eux que j'ai vraiment aimé ce sport-là. Ouais. Est-ce que de faire d'autres sports autour du football, ça peut t'amener d'autres possibilités au niveau du corps et de connaître un petit peu plus ton corps? Oui, mais forcément, je pense que c'est toujours utile de ne pas se cantonner qu'à faire du foot. Je pense qu'il faut s'ouvrir à beaucoup de choses parce que d'autres sports peuvent nous permettre d'être meilleurs spécifiquement dans le football. Je pense notamment à la boxe, sur tous les mouvements, les appuis, etc. On sait que dans le foot, les appuis sont très importants. Et la boxe, sur tout ce qui est appui, changement de direction rapide, etc., ça peut beaucoup aider. L'athlétisme aussi, sur la technique de course, sur comment vraiment apprendre à bien courir pour être encore plus efficace dans notre manière de courir. Moi, la gymnastique, ça m'a aidé dans tout ce qui est souplesse, parce que généralement, le foot, on ne l'associe pas à la souplesse, mais c'est très important, notamment pour nos muscles, pour les blessures, etc. Et ça m'a beaucoup aidé. Même le hand, certes, ça se joue avec les mains, mais en fait, il y a beaucoup le haut du corps. On utilise beaucoup notre haut du corps et forcément ça m'a aidé aussi après dans le foot à bien jouer avec mon haut du corps, à être très gainé. Pour défendre forcément c'est beaucoup plus facile d'avoir un haut du corps très, très en mouvement et très bon. Donc ça m'a vraiment aidé de faire ces deux sports, même si j'étais jeune, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que tu peux me donner toi ta vision par rapport au football féminin d'aujourd'hui et ta vision sur le développement du football féminin pour l'instant? On dirait toujours que ça va jamais assez vite, même si je mesure d'où on est parti. Moi, quand j'ai commencé à jouer au foot, avec les maillots trop grands, on récupérait les équipements qui n'étaient pas utilisés, je faisais 3 tours sur mon short quand j'étais jeune, etc. Donc il y a une grosse évolution. Même quand j'étais en sélection de jeunes, on avait le même maillot d'entraînement pendant 3 jours d'affilée, on le faisait sécher dans les chambres. Ça a beaucoup changé. Donc vraiment pour ça, on ne peut pas dire que ça n'a pas évolué. Moi, mes parents, quand je jouais en D1, mes parents ne pouvaient pas me voir jouer, donc ça n'existait pas. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de match retranscrit, donc il y a un gap qui est passé, ça c'est sûr. Maintenant, bien évidemment qu'on a envie de plus, surtout que je pense que autour de nous, les championnats autour de nous en Europe se sont développés à vitesse grand V et nous, on a un petit peu stagné dans notre manière d'être depuis quelques temps. On n'a pas réussi à surfer sur la vague de la Coupe du Monde en France en 2019. Il faut être très honnête, il y a très peu de monde dans les stades, il y a très peu de monde qui vient voir les matchs. Alors on a de la chance, les matchs sont retransmis et sur Canal+, et sur FFF TV, donc on a cette chance-là, on peut les voir, on peut voir les matchs. Mais hélas, en France, je pense qu'on n'a pas cette culture du club, de supporters de club. Je sais qu'à l'étranger, notamment en Angleterre, un supporter d'Arsenal des garçons va voir les filles jouer, va voir les U19 jouer. On a vraiment cette culture d'aller au stade, etc. Nous, en France, on l'a pas.
Et je pense que c'est un vrai problème. Et hélas, ça pêche forcément aussi dans notre championnat, dans les résultats de nos sélections, etc. Parce que je pense que plus il y a d'engouement, plus il y a de monde qui va s'inscrire, plus il y a de masse et plus forcément le niveau s'élève et ça aide aussi, ça aide tout le monde. Et le championnat, si on a envie qu'il se développe aussi, il faut qu'il y ait du monde dans les stades parce que c'est une économie, il faut que l'économie elle marche. Et à l'heure actuelle, il faut être très honnête, les clubs investissent pour le moment, à part Lyon qui a gagné et que maintenant les sponsors viennent aussi pour l'équipe féminine. Mais il y a beaucoup de clubs à l'heure actuelle qui investissent à perte sur leur équipe féminine. Et quand on sait que le football français masculin est en crise économique, c'est compliqué pour eux d'investir dans le football féminin parce qu'ils savent que c'est de l'argent perdu et un saut maintenant. Comment ça se passe aujourd'hui l'événement et tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi tu es là? Alors moi je suis marraine de l'association Football Solidarity, qui est une association qui vient en aide aux autres associations, qui essaye de donner de la visibilité aux autres associations, de trouver des fonds, là comme sur ce genre de tournoi, ce genre d'événements, sur des tombolas, etc. pour permettre à d'autres associations de pouvoir grandir, de pouvoir se faire connaître, de pouvoir obtenir forcément des dons pour permettre de pouvoir exercer au mieux ce qu'ils ont envie d'exercer. Donc moi je suis la marraine de cette association-là. Je connais Sue, l'un des fondateurs de l'association depuis très longtemps. On a travaillé ensemble à la boutique du Paris Saint-Germain. Et depuis, il m'avait demandé d'être la marraine, donc j'ai accepté avec grand plaisir. Et du coup, tous les ans, ils font un tournoi de Five en début d'année sur le premier week-end de janvier pour aider différentes associations. Tous les ans, on change d'association. Et là, aujourd'hui, c'est pour Play Again Asso, qui est une association pour aider sur le sport pour des gens qui sont malades et on sait très bien que le sport aide beaucoup à la réhabilitation de beaucoup de personnes qui sont très malades. Ça peut beaucoup aider à leur permettre de guérir, de supporter un peu mieux les traitements, etc. Et donc du coup, Play Again Asso est là pour aider ça, pour essayer de donner à ces personnes-là la possibilité de faire du sport. Et donc du coup, on est là pour ça aujourd'hui sur ce tournoi cette année. C'est pour Play Again Asso de trouver des fonds. Donc tous les fonds sont reversés à Play Again Asso de ce tournoi-là pour les aider à se développer encore plus. Et il y aura aussi une tombola qui est lancée aujourd'hui et qui permettra de tout ça. Une asso pose sa candidature. Est-ce que c'est des assos que vous connaissez? Parce que nous, sur Rectangle TV, on a une asso, attention, hein. On va faire la connexion là, attention. Là, on va mettre Hope by Rectangle TV, ça va être la nouvelle asso. Tu vois. Non, je pense que c'est Sue et tout le board de Football Solidarity qui se penche un petit peu sur le sujet. Bien évidemment, si vous êtes des associations, venez sur Football Solidarity, venez faire en sorte de vous faire connaître. Et après, en fonction de comment se passe l'entretien, comment voit les choses le board de Football Solidarity, ils choisissent une des assos pour être représentée sur le tournoi chaque année, en fait, tout simplement. J'ai une question spécialement pour toi. Pourquoi? Parce que je te vois beaucoup sur des matchs caritatifs. Genre vraiment, tu as été au Congo récemment. Fait vraiment, c'est un truc que je sais que tu aimes faire, tu vois. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi les matchs caritatifs généralement? Pour moi, c'est très important. En fait, j'ai grandi là-dedans parce que mon papa travaillait justement dans le social. Et il aidait les gens, les sans-papiers, etc. à justement trouver des papiers, à trouver une situation. Et donc en fait j'ai toujours vécu là-dedans. Mon père m'a transmis ça, mes parents aussi. C'est les deux bien évidemment, et surtout mon papa parce qu'il travaillait dans ce domaine-là. Et donc c'est vraiment une transmission de mon papa qui m'a toujours dit qu'il fallait aider ceux qu'on pouvait. J'ai pas une grande autorité, mais le si peu que je peux, je pense que c'est très important de donner un peu de son temps pour pouvoir justement aider tout ça. Donc pour moi, tous ces matchs caritatifs, on prend notre temps. Bien évidemment, c'est du temps. On n'est pas à la maison, je suis pas avec mes enfants pendant 3 ou 4 jours, mais je pense que c'est très important de le faire parce qu'à chaque fois, c'est pour des bonnes causes. Là, on était au Congo et c'était pour les enfants de Goma, tout ce qui se passe là-bas dans les conflits. On a été en Guinée pour les enfants albinos. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça et je pense que c'est très important de prendre un petit peu de son temps pour pouvoir le faire. Et j'essaye de le faire à mon échelle, à ma manière. Et je pense que si tous on est comme ça dans cette solidarité-là, à le faire un petit peu tous à notre échelle, à notre manière, je trouve ça toujours très important du coup. Donc c'est pour ça que je le fais. Parce que vraiment, donner de son temps et aider ceux qu'on a besoin, je pense que c'est important. On est dans notre confort ici en France, on le sait, beaucoup. Et je pense qu'il y a besoin de le faire, même si en France aussi il y a des besoins et on le sait.
en tout cas, je répondrai toujours présente pour ce genre de situation, ça c'est sûr et certain. Est-ce que déjà vous avez accès à la population? Oui, oui, Est-ce oui. qu'il y a une personne justement qui t'a marqué par rapport à tous ces échanges? Pour moi, c'est dur de ressortir une personne parce que surtout qu'on croise énormément d'enfants. Et Ou bien une situation qui t'a marqué, des choses que... il y a beaucoup qui m'ont marqué. J'ai eu la chance avec le Secours islamique français d'aller au Sénégal et d'aller dans les daras et de voir des enfants dormir à même le sol, etc. Et vraiment, ça m'a marqué. De ne pas avoir accès à l'eau potable, aux choses en fait essentielles à la vie, l'eau, la nourriture, un endroit décent pour vivre. Et franchement, en fait, mine de rien, c'est quand on va sur le terrain et quand on voit tout ça qu'on se rend compte, nous, de la chance qu'on a déjà et qu'il y a beaucoup à faire. Et en fait, ce qui est désolant, c'est que je pense que si on y mettait tous un tout petit peu d'une autre, je pense qu'il y aurait tout ça qui n'existerait pas. Mais bon, hélas, c'est comme ça, on va pas refaire le monde. Mais oui, vraiment, le voyage à Dakar, au Sénégal, dans les daras, m'a profondément marqué. Ouais. Est-ce que quand on fait un match caritatif ou une œuvre caritative, est-ce qu'on a l'évolution de la population avec le temps? On arrive à l'avoir ou c'est compliqué? C'est compliqué. Au final, sur l'instant T, on sait ce qu'on donne, on sait l'argent qu'on donne, on sait aussi les kits qu'on donne. On a une petite suite quand on fait ces matchs-là avec Ventilosport qui organise tout ça parce qu'ils nous donnent un petit peu la suite, ils nous envoient des photos, ce qu'ils font, ils vont dans les écoles, ils vont dans tout ça pour amener un petit peu tous les kits qu'ils ont besoin et pour lesquels on a joué. Donc oui, on a un petit peu de suite, mais après, il faut être très honnête, sur le long terme, on n'a pas de... Parce qu'en fait, il faudrait quelqu'un qui est tout le temps dédié sur place. Et là, on connaît personne qui est tout le temps sur place, quoi. C'est profond ce que je te demande, ouais. Mais aujourd'hui, avec tout ce que tu fais, pourquoi je te pose la question? Parce que tu es quelqu'un d'engagé depuis le début. Depuis que je te vois, tu es quelqu'un qui est très engagé dans tes convictions. Et pour moi, tu le fais très bien. Donc, quelle image t'aimerais laisser au football, en tout cas de ta personne? Comment t'aimerais qu'on se rappelle de toi? Oh là là, c'est difficile. C'est profond, quand même. Là, on est dans la philo, les gars, on fait de la philo là. Non, mais surtout, pour être très honnête, j'ai pas du tout envie qu'on se rappelle spécialement de moi. Je le fais vraiment pas pour ça. Non, bien sûr, c'est pas. Non, mais vraiment, en fait, l'image, j'ai surtout envie de porter l'étendard du football pour toutes et pour tous. Et en fait, que tout le monde ait accès au football. Peu importe la couleur de peau, peu importe la religion, peu importe plein de choses. Et je pense que c'est le message à transmettre, c'est le message que j'ai envie de transmettre, c'est que tout le monde a le droit de jouer au football partout dans le monde, en France aussi notamment. Et voilà, je pense que c'est très important. On s'en fiche de ce qu'on porte sur la tête, on s'en fiche de comment on est. En fait, tout le monde doit pouvoir avoir accès au sport, au foot et à tout en fait. Et le sport, c'est tellement essentiel à la vie, donc voilà. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de montrer. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que voilà, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, je pense que tout le monde ait le droit de faire du foot, c'est le plus important. Un ballon, des chaussures, un match, c'est simple, il n'y a rien d'autre. Franchement, c'est un super message. J'attendais pas un truc trop philosophique, mais c'est un super message. Donc je te remercie vraiment. Avec Désolé, grand t'as plaisir. pris un petit peu T'inquiète. froid. Donc voilà. Là. On est de retour avec un invité de marque, j'amène toujours de la qualité. J'aimerais que cette personne se présente. Donc moi c'est Sofiane Bentaeb, le fondateur de Striker Ball. On est spécialisé dans l'événementiel foot inclusif. Donc j'ai lancé Striker Ball en 2019. Donc ça va faire 6 ans. Ouais, 6 ans qu'on est dessus. Donc en fait ce qu'on propose c'est différents challenges. On a 7 activations foot. Et une activation, du coup on a commencé à se mettre aussi au paddle. Et l'idée c'est de proposer des challenges accessibles à tout le monde, peu importe son niveau, peu importe son âge. Une petite fille de 4 ans elle peut réaliser des exercices. Un joueur professionnel, et il n'est pas dit que le joueur professionnel gagne contre la petite fille. Et toi, tu vois, parce que là il y a des gens qui ne connaissent pas aussi, qui n'ont peut-être pas encore vu et qui ne s'imaginent pas encore le challenge. Est-ce que tu peux nous décrire un ou deux challenges que toi tu as dans ton évolution? Donc, je vous donne un exemple très simple. Un de nos ateliers c'est le radar par exemple. Donc un filet derrière, on place un radar, un petit peu comme sur l'autoroute, il vous flash en direct et il va garder la plus grosse, la vitesse de pointe qui a La frappe de balle en fait. Exactement, la frappe de balle. Et voilà, on fait des petits challenges. On monte même une tournée avec Chicken Street qui aura lieu cet été. Et en fait, on va se déplacer dans plusieurs communes et on va créer un événement. Il y aura Golo et Richie normalement aussi. Et celui qui mettra la plus grosse frappe sur chacune des dates, ça va être vraiment une tournée nationale. Il repartira avec 1 000 €. Et donc voilà, à chaque fois, dès qu'on intervient sur un événement,
soit on essaye de faire gagner des lots, soit on essaye de faire gagner des repas. Donc on essaye toujours de récompenser les meilleurs participants. Est-ce que de base, tu es du football? Est-ce que tu as joué au football? Ou est-ce Ouais. que c'est un projet de vie? Non, moi j'ai joué au foot pendant plus de 20 ans. J'étais à l'Asvar, Argenteuil, pour les anciens, ça s'appelait l'ASCVA. Écoute, moi j'ai fait toutes mes gammes là-bas depuis débutant jusqu'à senior en fait. J'ai toujours été au club, j'ai jamais raté une saison. Et puis après, le temps fait qu'on grandit, on n'a plus forcément le temps parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'était du 3 à 4 entraînements par semaine. Forcément, après, dès qu'on grandit un peu, on a un peu moins de temps. Et on essaye de se concentrer sur des projets professionnels. Est-ce que tu avais, toi, ressenti un manque par rapport à tout ce qui se passait autour du foot? Parce que concrètement, ton projet, c'est vraiment d'habiller un petit peu les événements autour du foot. Est-ce qu'il y a quelque chose de social derrière tout ça? Écoute, il y a plusieurs facteurs en fait qui sont entrés en jeu. Il y a un phénomène aussi qu'on a eu, je crois que c'était dans les années 2000 ou... Ouais, je crois que c'était autour des années 2000. Moi, j'étais un peu petit, mais c'était un truc qui nous avait marqué. C'était à l'époque où il y avait Joga Bonito et tout. Et il y avait un truc, c'était la cage. La cage, Nike la cage, le scorpion. Exactement. Et il y avait un truc aussi sur la défense. Et tu avais plein de petits challenges, etc. Et je m'en souviens à l'époque, tous les gars du quartier et tout, ils revenaient avec des bracelets. La cage et tout, c'était des bracelets orange. Et ça, ouais, voilà. Et c'était un truc qui m'avait marqué. Pourquoi on n'inventerait pas quelque chose qui permettrait d'être pratiqué par tout le monde? Nous, on travaille, je ne te l'ai pas dit, mais on travaille avec plein de clients différents, des clubs de foot, on travaille avec des IME, donc des personnes en situation de handicap, et on essaie toujours d'adapter les règles dès qu'on voit une barrière. Et tous nos ateliers sont pensés pour être accessibles à tous. Et toi qui es un petit peu dans ça, ça va être ma dernière question. Comment pour toi le football et ton activité peut demain impacter la société? Nous, par expérience, dès qu'on se déplace sur des événements, c'est vraiment intergénérationnel. On a travaillé avec des communes, etc. Donc c'était des événements vraiment ouverts à tout le monde. Et dès que tu vois que voilà, il y a des personnes qui ne vont pas forcément se connecter dans la vie de tous les jours, tu les vois sur le même défi, essayer de relever le même challenge, d'un côté tu te dis ah ouais, ce qu'on propose c'est sympa quand même. Si on peut ouvrir des portes à certaines personnes qui ont des a priori sur le foot ou sur le sport en général, si on peut être cette première porte d'entrée vers la pratique du sport, ça peut être top. En tout cas, merci pour ton échange. Franchement, je trouve que c'est super bienveillant ce que tu dis, et tout en faisant des choses pas très compliquées entre guillemets. En tout cas, ouais. voilà. Non, c'est très moi, je me simple. permets de dire ça, mais c'est vrai très que simple. toi, tu le matérialises, donc c'est encore plus dur. Mais je veux dire, voilà. Et puis après, on se voit sur le terrain. Ouais, c'est vrai. On s'est vu tout à l'heure, mais on se revoit après Est-ce sur le terrain. qu'on peut dire à la caméra que j'ai fait un booster dans tes il y a notre atelier, l'activation qui s'appelle le balancier. Il a fait un perfect. Je l'ai vu quelques-uns, 2-3. Il a tiré le ballon, il est passé en perfect et il est ressorti en perfect. Donc, merci Stéphane très pour ton chaud, invitation. merci Merci beaucoup. Merci, je vais aller fort. Yo l'équipe, alors Margot, je vais te laisser te présenter pour ceux qui font genre qui ne te connaissent pas. On va y aller tranquillement. J'aimerais bien qu'on puisse un petit peu parler de ton background, savoir un peu d'où tu viens, comment tu as commencé le football, pourquoi. Et après on va aller sur ton métier et aussi le bord terrain parce que voilà. Ouais, donc je suis journaliste sur Canal+, donc je m'appelle Margot Dumont. Je travaille sur Canal depuis cet été puisque j'ai été recrutée cet été. Avant j'étais pendant 12 ans à beIN Sport. Donc sur Canal, vous me voyez dans le Canal Football Club le dimanche soir et sur les gros matchs de Ligue des Champions, bord terrain, faire les interviews et à intervenir pendant les matchs. Donc les matchs du PSG, de Lille, de Monaco notamment, de Brest. Donc voilà, c'est principalement mes missions à Canal. Je suis sur d'autres émissions aussi, mais les principales sont là. Et pendant les 12 années avant, donc j'étais à beIN, j'ai tout fait. Des Coupes du Monde, des Euros, de la Ligue des Champions, de la Ligue 1, de la Ligue 2. Voilà, j'ai même les championnats étrangers. Et puis en parallèle aussi, j'avais une carrière de joueuse. J'ai joué en D1 féminine, D2 féminine. J'ai pas fait beaucoup de matchs, mais en tout cas j'ai fait plusieurs saisons parce que vu que j'étais en contrat à beIN Sport, je pouvais pas trop me rendre disponible pour le foot. Donc je faisais les saisons et par-ci par-là je faisais des matchs quand le coach acceptait un peu cette situation-là. Mais bon, j'ai quand même pu faire une saison pleine. Et puis derrière, il a fallu faire avec le métier, donc c'était pas évident, mais une belle expérience. Alors juste, le métier il est aussi méconnu par les gens. Il y a beaucoup de gens qui
font un petit peu une idée du métier de journaliste mais qu'on ne connaisse pas les tenants et les aboutissants. Alors j'aimerais juste qu'on puisse connaître un petit peu Margot en tant que jeune fille, tu vois. Comment tu as découvert ce sport? Est-ce que tu as été du coup dans une famille très foot Non. ou pas du tout? Pas du tout, non. Personne n'aime le foot dans ma famille proche, donc c'est-à-dire mes parents, pas du tout foot, mon frère pas du tout foot. Tu vois, lui était plus passionné d'avion, de train, donc rien à voir. Pas du tout de sport. Et ouais, après moi le foot ça a pris parce que j'avais des cousins qui étaient plus grands que moi, tu vois, une génération de plus, et eux ils étaient à fond, genre capables de casser une télé si le résultat ça allait pas. Et moi là j'étais petite fille et tout, je les regardais, c'était un peu mes modèles, et voilà, c'était entraînant. Après ils m'ont emmené avec eux au stade, et moi j'ai kiffé, franchement j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré toute l'atmosphère qu'il y a autour, ce que ça procure en fait le foot, et puis même je joue au foot avec eux en fait. Ouais. J'étais plus petite mais eux ils m'emmenaient, je jouais dans leurs pattes et tout, j'adorais ça. Et je sais pas, ça a pris, je peux pas trop t'expliquer, mais il y a un truc qui a fait que ça a pris, je suis tombée dans la marmite en gros, tu vois. Et moi ouais, j'ai pas lâché, et ouais j'adore ça vraiment, c'est une passion, une vraie passion. Parce que moi j'ai regardé le football féminin très tôt en plus. T'étais la même génération que du coup Jessica, Ouais, plus Jess, ouais. Jess. Mais en fait moi quand j'ai démarré, il n'y avait pas l'OL féminin, Ouais. ça n'existait pas cette section. Ouais. Donc j'avais pas trop de section vers laquelle me tourner. Il y en avait une pas très loin de chez moi, à Lyon, parce que moi je suis de Lyon, T'es de Lyon, à ok. Caluire, il y avait une section, mais c'était des filles. En fait, elles avaient tellement peu de licenciés qu'elles avaient fait une section 8-14 ans. Donc moi j'avais 8 ans, je me retrouvais avec des filles de 14 ans, tu vois, c'était pas très adapté et j'ai pas trop aimé. En gros, le foot en club, du coup, ça a pas pris chez moi, tu vois, j'ai pas aimé. Je préférais jouer au foot avec mes potes dans la rue. Et je jouais tout le temps. Franchement, je rentrais d'école, je jouais. Je faisais pas mes devoirs, clairement. Je jouais au foot, quoi. Je jouais tout le temps au foot. On va couper ça. On va Non, couper c'est qu'elle la faisait pas ses non, devoirs. mais C'est pas c'est vrai, pas les bien. journalistes maintenant. C'est pas bien. Non, mais pendant On est un temps. obligé. On est obligé de dire la vérité Non, mais là, maintenant. je vous parle en primaire. Ah, c'est bien, c'est bien. Après, je m'y suis mise. C'est parce que authentique comme on dit la vérité, c'est bon, on aime ça. Je m'y suis mise après. Mais moi, c'était priorité au foot. Après, attention, parce que priorité au foot, mais je savais ce que je voulais faire. Tu voulais faire quoi à l'époque? Je savais que je voulais être journaliste quand même. Ah bon? Non, je savais. Quel moi, âge tu savais que tu voulais franchement, être 10 ans, je savais. Pourquoi 9-10 ans. t'avais un journaliste qui t'a marqué dans ta vie Non, mais je regardais avec des champions sur TF1 à l'époque, quand c'était accessible, entre guillemets. Et du coup, je regardais et je voulais faire ce que faisait le mec qui était bord terrain déjà. Sérieux? Je disais, moi, je veux faire ça. Moi, plus tard, je vais faire ça. Je vais être sur le match de Ligue des Champions, je vais faire le bord terrain, je vais faire les interviews, je vais parler pendant le match et tout. Et je voulais, dans ma tête, c'était voilà. Et vu que je savais ce que je voulais faire, ok, c'est pas bien, mais j'étais un peu sélective à l'école. Voilà, je savais où il fallait être bon, où voilà, il fallait avoir la moyenne, machin. Mais genre, j'allais pas me buter en maths alors que je savais que je voulais pas faire un truc en maths. Alors, c'est rare de savoir vraiment ce que tu veux faire. Donc, je conseille à personne de le faire. Mais si t'es déter, mais déter de chez déter, bon, pourquoi pas. Et moi, c'est comme ça que c'est... Voilà, j'étais un peu sélective, j'ai eu mon bac haut la main, sans avoir de mention, mais haut la main. Et voilà, après je suis allée en école de journalisme et tout a suivi, quoi. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, il y a moins ce que toi t'as connu aussi, tu sais, le fait de jouer dehors dans la rue? Non, toi c'est naturel parce que tu as connu. Ouais, Tu vois ce que je veux dire, la différence entre toi, un consultant, on va dire, enfin, ce que je pense. Oui, mais que après, consultant, regarde, t'es pas obligé d'avoir joué au très haut niveau pour connaître aussi, tu vois. Mais tu vois, là on en parle comme ça, mais je te jure que c'est pas aussi... Non, mais moi je pense qu'évidemment que ça aide, c'est un plus, c'est-à-dire Bien sûr. que quand tu parles de quelque chose, tu sais de quoi tu parles parce que tu l'as vécu. Je suis d'accord. Après, je pense que voilà, il y a aussi... c'est un plus, mais c'est pas pour autant que les autres font mal leur métier. Non. Mais voilà, c'est juste non, un plus. Je suis pas aussi clivant, je me dis pas que c'est blanc ou noir. Je me dis pas que c'est pas parce que t'as pas connu que tu sais pas faire. Mais ce que je veux Non, dire, non, bien c'est que sûr. toi, même en arrivant, toi t'as vécu un petit peu ça. Tu Ouais, sais ce bien que sûr. c'est la frustration après un match où là je vais pas y aller maintenant, là je vais pas y aller sur ça. Parce Ouais. que tu sais un peu, tu sais genre limite tu ressens un peu ce que la personne en face Alors de toi peut ressentir. oui, mais bon, des fois, t'es quand même obligé d'y aller parce qu'on t'attend, tu vois. On t'attend sur certaines questions, Ok. on t'attend sur certaines réactions. Mais oui, il faut essayer de mettre les formes. Peut-être que c'est un peu là-dessus aussi, ouais, que ça se joue un peu. ça peut se jouer. Ouais. Mais bon, c'est pas toujours facile, hein, parce que j'ai aussi, moi, mon ADN de journaliste, de vouloir vraiment poser la question pour avoir la réponse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce métier de journaliste qui est très méconnu du grand public et la réalité un petit peu de ce métier-là? Parce que comme toi tu le disais, tu l'as préparé, tu as voulu être journaliste. C'était quoi tes étapes avant d'arriver en tout cas à une chaîne de télé? Ouais, c'est vrai que la réalité, c'est pas tout de suite ce que vous voyez à la télé justement, ou que vous entendez à la radio, ou que quand vous lisez l'équipe. C'est sûr qu'avant, il y a des étapes, comme tu dis.
Donc tu commences tes stagiaires en observation pendant pas mal de temps, plusieurs mois. Tu commences à faire des sujets, c'est-à-dire que tu poses ta voix sur un reportage qui passera ensuite dans une émission. Donc ça, c'est souvent les premières étapes, ce qu'on appelle le desk. En termes de statut, au début, c'est quand même rare que tu arrives en CDI tout de suite dans une chaîne ou dans un média. En général, tu commences tes pigistes, effectivement. Donc pigiste, ça veut dire que tu n'as pas de contrat fixe dans un média, mais ton contrat, il est à la journée. C'est-à-dire que tu as une feuille de paye, tu as un contrat que pour la journée. Et donc ça permet de multiplier les employeurs. C'est-à-dire que tel jour, tu peux travailler pour tel média, le lendemain pour tel média, le lendemain pour tel média. Tu as une certaine liberté, mais une certaine précarité aussi, du coup. Parce que tu n'as pas un contrat fixe. Mais après, il y a beaucoup de pigistes qui s'en sortent très très bien, qui sont très heureux et qui ne veulent pas partir à temps plein. Donc ça dépend un petit peu de ta situation. Voilà, le tout c'est de s'y retrouver dans ton épanouissement. Et de faire ce qu'on a envie de faire, voilà, de choisir ce qu'on a envie. Financièrement, aussi épanouissement personnel, tout. Et justement, merci en tout cas pour ta réponse, parce que du coup, je te dis, il y a beaucoup de gens qui pensent pas mal de choses et qui voient surtout le produit fini, mais qui se rendent mais c'est pas compte. accessible, donc franchement c'est accessible. Beaucoup vont me dire non, il n'y a pas de place, machin. Non, franchement, c'est accessible, il faut juste se donner les moyens. Si vous avez vraiment envie de faire ça, il y aura de la place. Il faut travailler, il faut qu'il y ait de l'abnégation, il faut qu'il y ait bien sûr aussi un peu, pas de talent, mais au moins des qualités. Bien sûr. Et puis je pense qu'il y a un truc aussi que les jeunes négligent beaucoup, c'est l'élocution et l'orthographe. Parce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué. Si vous voulez être journaliste, il faut quand même être bon là-dedans. C'est important. Et puis être très curieux, aller vers les autres. Il y a plusieurs qualités requises. C'était facile pour toi à l'époque d'aller vers les autres quand même ou... Ah ouais, toujours, direct toi. Toujours ça. Ma mère elle m'a dit déjà quand tu étais petite, là, tu parlais même pas, tu allais déjà vers les gens. Donc je pense qu'après chez moi c'était naturel. Mais après franchement c'est accessible. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, là on veut sentir la pelouse, là on veut être à côté de la pelouse, là ça y est, là on a parlé un petit peu de Margot un petit peu avant, on a vu ton évolution et franchement moi je trouve que c'est une super belle évolution, elle n'est pas terminée bien évidemment, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu du ballon, de la pelouse et du bord terrain? Et alors quelles seraient pour toi les qualités d'un bon journaliste bord terrain? Ce serait quoi les qualités? Après déjà je tiens à dire que c'est pas une finalité d'être journaliste bord terrain et c'est d'ailleurs même pas un métier entre guillemets, enfin si, mais je veux dire, c'est parmi plusieurs missions, c'est-à-dire que vous faites pas que ça. Tu vois, par exemple moi je fais du plateau aussi, notamment sur le Canal Football Club où je participe au débat. Tu es amené à faire du reportage aussi, tu peux faire plein d'autres choses. Mais effectivement, donc, ça fait partie des tâches que tu peux être amené à faire en tant que journaliste dans le foot notamment et dans d'autres sports aussi. Les qualités requises, je pense qu'il y a des vraies qualités d'observation déjà. Souvent moi, tu vois, au bord terrain, je regarde pas le ballon. Je regarde, par exemple, le ballon, il est là-bas. Moi, je vais regarder Marquinhos, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Tu vois, il est en train de parler avec Pacho, par exemple. Et ça, c'est un petit truc que je vais pouvoir raconter parce que tout le monde a les yeux rivés sur le ballon. Ça se trouve, d'ailleurs, la caméra, elle est par là-bas et on voit même pas ce qui se passe là. Et c'est des trucs que je vais pouvoir relater. Donc, avoir vraiment une bonne qualité d'observation. Hiérarchiser ton information, se dire ça c'est important, ça c'est pas important, il faut que je parle de ça, pas de ça, il faut que je pose telle question, pas telle question. Voilà, il faut essayer qu'il soit un peu ordonné dans votre tête. Il faut se mettre à la place du téléspectateur, donc par exemple de toi. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu as envie d'entendre? Et moi je me mets dans ta tête et je pose les questions que toi tu aimerais lui poser. Mais c'est souvent comme ça que je réfléchis. La finalité elle est là, c'est que nous on est un relais en fait entre le grand public et les joueurs. On est ce relais-là, on est ces échanges-là pour que le grand public, donc les gens qui sont devant leur télé, les supporters, tout ça, ils aient leur réponse. Je suis obligé d'aller là-dessus. Est-ce que tu penses qu'un bord terrain doit être en capacité d'analyser un match? Non, après analyser, c'est plus le rôle du consultant, je dirais. Chaque rôle est quand même bien défini, c'est-à-dire le consultant, il est purement dans l'analyse. Le commentateur va être dans le commentaire. Il y aura une part d'analyse aussi, mais un peu différente. Et le bord terrain, c'est un peu plus global. On est un peu des éponges aussi, parce qu'on voit les émotions des joueurs, on les entend, on les voit. Et puis il y a aussi une partie quelque part d'analyse, comme tu dis, mais différente encore. Mais conclure, tu vois. Vas-y. Je trouve que souvent, tu parlais des supporters, tu vois, ils n'ont pas tous les éléments. En fait, il se passe beaucoup de choses dans un vestiaire. On ne se rend pas compte. Entre les affinités, je te dis une connerie, un tel, il est en train de se séparer de sa femme. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ça peut jouer en fait sur un divorce, des choses. Il ne voit pas ses enfants pendant 15 jours, j'en sais rien. En fait, on se dit, mais c'est un joueur, vas-y, il va aller sur le terrain, il va les jouer. Mais non, mais vous ne vous rendez pas compte en fait. Des fois, ça a vraiment une incidence sur leur
état de forme, leur façon d'être dans le vestiaire, avec ses partenaires, est-ce qu'il écoute les consignes, machin et tout. Donc là, je te prends un exemple comme ça. Mais en vrai, voilà, c'est juste dire que le supporter, il n'a pas toujours ce recul-là. Moi, je sais parfois ce qui se passe dans les vestiaires, parce que voilà, au détour d'une conversation, bien sûr. machin, et même pour l'avoir vécu moi-même, Bien sûr. je sais que il ne faut pas toujours se fier juste à c'est des robots, c'est des footballeurs, machin. Non, c'est aussi des hommes, ils ont aussi une vie, ils ont une sensibilité, ils ont des choses, une vie privée à côté qui peut avoir une incidence. Donc c'est juste, voilà, moi j'essaye de prendre en compte un peu tout ça, tu vois, ce que j'observe, ce que j'entends et ce que j'ai vécu. Tu sais, c'est compliqué avec Margot, c'est qu'elle vient de me lancer sur un truc qui m'intéresse. Donc soit je coupe là, soit on continue. Vas-y, non mais relance-toi. elle va s'arrêter là, elle va s'arrêter. Ce que j'allais dire, c'est que tu vois, on n'a pas cette impression, notamment en France, que le supporter, c'est pas qu'il outre pas son poids, mais prend un peu plus de poids. Parce que voilà, maintenant je vois sur 2-3 matchs perdus, t'as des supporters qui vont aller faire limite des descentes au camp d'entraînement. Alors la place du supporter aujourd'hui, oui, on est là, on vient voir un match, mais il n'y a personne qui nous met un fusil sur la tempe pour venir au stade déjà d'un. Et je trouve qu'il y a des fois une limite qui est très vite franchie entre je supporte, je vais regarder mon équipe et justement, du coup, je m'intéresse qu'à ce qui se passe sur le terrain parce que voilà, j'ai envie d'avoir un bon résultat, un bon match, être diverti à un moment donné. À l'autre qui va aller chez le joueur, aux autres qui vont aller chez... Tu vois ce que je veux dire? Après, oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, comparé avec la Turquie, je pense que c'est 1000 fois pire. Hein. Ouais. Mais est-ce que c'est le bon exemple? Non, c'est sûr. Après, en Angleterre, par exemple, tu as des gens qui sont très de famille en famille, ils ont des cartes de genre de supporters. Moi, je me rappelle que quand je bougeais, voilà, moi, je jouais à l'étranger, les mecs ils me disaient, ouais, mais nous, ils venaient en costard. On me disait, mais pourquoi t'es en costard? Ils disaient, en fait, nous, on joue pour la reine. Tu sais, c'est des trucs comme ça. Et les familles, ils viennent. Mais derrière, il n'y a pas de... Non, mais tu après, sens pas ce truc-là, ouais, tu je vois. suis d'accord. Après, voilà, c'est les cultures, l'anglo-saxon, c'est pas pareil, je pense tu vois. que plus tu descends dans le sud, plus on s'emporte facilement, on est plus... peut-être... on vit la passion d'une autre façon. Effectivement, il y a une part de culture, mais... Si tu parles d'une minorité, tu vois, tu me parles vraiment d'une minorité, tu vas me parler de 25 personnes sur 1 million de supporters. Franchement, Margot, après le Covid, j'ai vu beaucoup de problèmes de stades. Tu sais, il y a plein, dans tous les stades de limite en Ligue 1, t'avais Nice, ils sont descendus. Ouais, mais je suis d'accord, mais on n'entend parler que d'eux, mais on n'entend pas parler c'est des vrai, autres, t'as raison, c'est vrai. Mais oui, après, il y a probablement une mauvaise gestion à un moment donné, tu vois, je sais pas, c'est une question d'éducation aussi. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte, mais je suis d'accord que, voilà, globalement, c'est dommage, ça entache quand même... ça entache ce sport. Tu te dis que demain tu vas avoir un match avec ton enfant, ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, C'est grave, mais tu vois, c'est grave ce que tu dis. Mais tu vois ce que je dis? dis? Et le petit de Nantes, genre il avait le maillot de Marseille, je crois, c'était Nantes-Marseille, il y a eu un problème parce que, tu t'imagines quand même que tu vas juste au stade. Et aujourd'hui, t'es même pas en sécurité ou tu regardes même pas que du foot. Non, c'est clair. Tu te rends compte ou pas? Non, c'est sûr. C'est dommage. Arrête, sinon on va relancer sur un autre sujet, Margot. Non, c'est sûr. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup, Margot, Avec d'avoir pris plaisir. le temps de venir répondre à nos questions. Yo l'équipe, je suis là avec mon gars, franchement ça bouge pas, j'aime beaucoup mon gars, mon Trippy. Tu sais, on se connaît depuis qu'on est petit, franchement j'aime beaucoup Trippy et je suis content de l'avoir encore une fois. À chaque fois quand je l'ai, il fait le timide, mais après il se lâche. C'est toi qui es parti. Non. Fabrice Laforêt, c'est toi qui m'as pas pris. Ah non, en vrai on voit, il se développe, il fait des petites analyses sur Bean, des fois avec le PSG, on le suit tout le temps, nous on suit Trippy, tu vois. Et dès qu'on le voit en plus sur les terrains, ça nous fait plaisir d'échanger avec lui. Aujourd'hui j'ai réussi à l'avoir aussi pour un tournoi, bien évidemment, il s'est arrêté pour Rectangle TV. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est passé le tournoi, comment tu te sens et ton actualité s'il te plaît Trippy? Bon, personnellement, le tournoi s'est pas bien passé pour moi. Mhm. Parce que je me suis blessé, mais. La fameuse lucarne. La fameuse lucarne, elle a pas marché. Explique-nous le contexte de la lucarne. Non, en fait, donc j'avais déjà une petite blessure. Et le kiné qui m'a un petit peu soigné, il m'a dit écoute, sur ce match-là, tire pas. Bon, on perdait 2-0. Tu connais, j'ai enlevé ma veste. La compétition a commencé à rentrer un peu en moi. Et quand je suis rentré, forcément je me suis pris au jeu, donc j'ai marqué. Donc on était à 2-1 et à un moment donné, il y a une petite ouverture pour moi, une petite lucarne à gauche qui commençait à... Le piège. Voilà, qui commençait à me faire les yeux doux. Et j'ai frappé et directement, j'ai senti mon quadriceps lâché. Ah, le fameux
Tu vois? On va pas dire c'est les ligaments, mais presque. Non, mais après c'est pas grave, tu vois, comme on l'a dit. T'es là pourquoi déjà? Allez, explique-nous on est là pour l'association Football Solidarity. Et ça fait ma 4e année que je suis là, et comme je t'ai dit, moi dès qu'ils m'appellent, même si ce jour-là je dois travailler, je vais faire en sorte de venir ici parce que c'est une bonne cause, ça c'est très bien. Ça permet aussi d'avoir énormément de convivialité entre nous. Comme on l'a dit, il y a des anciens joueurs aussi qui viennent, donc vu qu'on ne se voit pas de par nos actualités, ça fait plaisir de se retrouver. Également aussi, on fait des connaissances, que ce soit sur des domaines associatifs ou même de manière amicale. Donc c'est toujours plaisant de venir ici en ce début d'année 2025 et de prendre du plaisir avec tous ceux qui participent à ce projet-là. Et parle-nous un petit peu de l'aspect social aussi, parce que bien évidemment on est là sur du caritatif, il y a de l'aspect social. En quoi pour toi le football, ça peut être aussi un levier pour justement parler à cette nouvelle génération? Et socialement, comment ça peut éveiller des gens, le football? Bon, on sait que le football est un vecteur social de par les valeurs qu'on peut transmettre, que ce soit les éducateurs qu'on a pu avoir, nous qui sommes aujourd'hui éducateurs, les gens qui gravitent aussi autour du sport. Donc forcément, en termes d'éducation, en termes de transmission, on a des choses à dire, des choses à faire valoir également. Donc c'est vrai que le football, à ce moment-là, il doit avoir cette passerelle entre la vie active, qu'on a tous, nous en tant qu'adultes, et même pour les futurs citoyens qui sont nos enfants. Et c'est vrai qu'on a ce travail à faire de fond. Peut-être qu'on a un petit peu perdu parce que la société, forcément aujourd'hui, c'est très compliqué aujourd'hui de vivre, tout simplement. C'est même pas de vivre, c'est vraiment de vivre. Et vu que le football, il est à l'image de la société et en même temps un vecteur social, il faudrait qu'on remette vraiment le social au centre de tout ce que nous faisons autour. J'ai une question qui est spécialement pour toi, Trippy. Pourquoi je te pose la question? Parce que voilà, tu as été aussi dans le milieu, tu as côtoyé aussi des joueurs professionnels, tu as eu une carrière professionnelle. Aujourd'hui, tu es dans l'accompagnement aussi. Voilà, je ne sais pas si je veux en parler, mais tu accompagnes aussi des jeunes. Exactement, ouais. Et tu nous expliqueras dans quel contexte. Mais ma question, c'est celle-là. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui? Parce qu'on ne voit pas beaucoup les joueurs professionnels avoir ce discours un petit peu plus social, tu vois. Est-ce que le joueur professionnel aujourd'hui va devoir un petit peu casser un peu cette image qu'on a sur les réseaux de voitures et tout comme ça? Est-ce qu'un joueur professionnel peut parler socialement aujourd'hui? Et si oui, dans quel contexte? Après, c'est vrai que tu as souligné deux choses qui sont très importantes. Il y a l'avis du footballeur de ce qu'il montre ou de ce qu'il veut montrer sur les réseaux sociaux. Et franchement, moi personnellement, ça ne me dérange pas parce que ça fait aussi partie de l'image de soi, de l'image qu'on veut renvoyer. Parce qu'on sait que quand on poste des choses, derrière on peut avoir aussi des conséquences positives, que ce soit des sponsoring, que ce soit des contrats. Après, au niveau du social, je pense qu'il y a des joueurs qui le font peut-être pas ouvertement et le montrer, mais ils le font un petit peu en manière à l'ombre. Parce qu'ils ne sont pas forcément obligés de s'exposer. Mais d'avoir ce discours de manière publique, c'est vrai que ça ne se fait pas énormément, même s'il y en a qui le font par moment, parce qu'ils sont dans leur contrat, ils sont dans leur travail. Donc forcément, c'est compliqué pour eux de sortir de ce spectre de haute performance ou de performance et de pouvoir s'occuper de ce qui se passe à côté. Donc forcément, ils vont essayer de déléguer le social ou les informations avec les gens qui travaillent autour d'eux. Et je pense que c'est comme ça que les transmissions et l'information puis arrivent à couler et à transmettre pour les jeunes joueurs. Mais tu vois, comme tu disais, et tu le dis très bien, et nous on le sait, les jeunes sont influencés par ce qu'on voit sur les réseaux. Exactement. C'est-à-dire que si aujourd'hui sur les réseaux, on a beaucoup plus de choses matérielles au niveau du matériel et de la vie, un peu le lifestyle, bien évidemment tu vas en tout cas nous, comme les jeunes, parce qu'on est aussi pareil, même si ça nous touche un peu à un degré un peu moins, on va s'identifier aux joueurs par rapport à ce qu'ils montrent. Ouais. Alors peut-être qu'aujourd'hui, si comme tu disais tout à l'heure, le joueur prenait un peu plus la parole au niveau social. Mais est-ce que le joueur de foot, c'est pas celui qu'on discrédite au niveau de son message? Parce que je te donne un exemple que je comprends pas forcément. Un joueur comme Mbappé, quand il parle, on dit ouais mais c'est de la com. Quand il dit quelque chose qui va à l'attrait social, on va le taxer de faire de la bonne communication, alors que quand il parle pas, on va un peu l'attaquer, lui dire de ne pas parler. Alors, est-ce que le footballeur, la question elle est là, est-ce que le footballeur c'est pas le client qu'on aime bien taper, à qui on aime bien un peu reprocher les choses? Ouais, il y a une phrase de Cristiano Ronaldo qui est très belle. Il l'a dit en début de sa carrière ou même quand il est arrivé au Real. Il a dit,
En gros, dans la vie, et lui il est très religieux, il a dit tout le monde n'aime pas Dieu. Alors pourquoi moi, je dois faire en sorte que les gens puissent m'aimer? Et je trouve que cette phrase elle est très belle, ça veut dire qu'à un moment donné, tu fais ce que tu as à faire, tu n'es pas obligé de faire les choses aussi. Tu fais ce qui te semble correct et juste dans les causes que tu veux défendre. Tu n'es pas obligé de défendre toutes les causes, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une parole. Et c'est vrai que les joueurs, par moments, ils sont taxés soit de trop parler en termes de com, et c'est vrai qu'il y a aussi de la com, parce qu'à un moment donné, il y a aussi leur image qui ne doit pas être égratinée. Mais tu as un moment donné aussi où quand ils parlent pas, bah oui, on leur taxe parce que les gens, vu que c'est des personnages publics, ils pensent qu'ils appartiennent à tout le monde. Alors que non, tu n'appartiens pas à tout le monde. Tu appartiens à toi-même et ton message que tu transmets, c'est d'abord pour toi. Et à partir du moment que c'est pour toi et que tu arrives à transpirer ce message auprès des autres, bah là ça commence à se diffuser. Mais ce travail-là, je ne dis pas que c'est pas aux joueurs professionnels de le faire, mais c'est à nous, éducateurs, c'est à nous, accompagnateurs, c'est aussi à vous, journalistes et médias, de faire ce travail de transmission de valeurs sociales pour que les gamins ne puissent pas avoir qu'une seule image du footballeur qui pose des photos avec des voitures, des Lamborghini, de tout ce que vous voulez, mais d'avoir ce discours de dire écoutez, il y a ça, mais ça c'est qu'une partie infime de ce qui se passe dans le football. Moi je prends un exemple, et après j'arrêterai, c'est que dans le football, c'est pas plus de 5% qui touchent des gros salaires. Les autres qui jouent, c'est des autres qui sont au SMIC, voire même encore plus bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que un peu plus de 100 000 personnes qui jouent, 100 000 joueurs qui jouent, il y a plus de presque, on est presque dans le milliard limite. Donc ça veut dire des joueurs d'Indonésie qui ne touchent pas beaucoup, en Thaïlande, au Luxembourg, moi j'ai joué au Luxembourg, on ne touchait pas énormément. J'ai joué au Portugal, j'avais un gamin à côté de moi qui touchait 900 €, il devait payer son loyer 500 €, et t'imagines qu'il ne peut pas se nourrir. Ça veut dire que moi quand il parlait avec moi, il me disait, t'as vu là j'ai pas d'argent parce qu'on était impayés, j'ai pas d'argent, je dois payer mon loyer, en même temps après je dois manger et j'ai pas assez. Donc en fait c'est, oui le football qu'on nous montre aujourd'hui avec les 5 grands championnats c'est très beau, c'est très bien, on est très content, mais attention c'est pas la réalité. Et la réalité c'est que, ok il y a le football, et on peut ne pas en vivre. Dernière question qui va dans ce sens-là justement. Est-ce que toi en tant qu'accompagnant, parce que je sais que voilà, tu as des jeunes notamment au Paris Saint-Germain, est-ce que ce discours-là, ils l'entendent ou pas? Tu arrives à avoir ce genre de discussion avec eux, ou en tout cas un petit peu émettre ce genre d'idées avec eux ou pas? Oui, en fait après il faut savoir les développements. C'est sûr que je ne vais pas parler de la même manière à un adulte ou à un joueur qui est en post-formation pour performer qu'un gamin qui est à l'école de foot. Donc le gamin qui est à l'école de foot, il est un peu plus dans le développement émotionnel. Donc c'est un gamin qui va sortir un peu, qui va découvrir des émotions très fortes. Donc ça sera à nous éducateurs qui puissent les réguler. Ça veut dire qu'il est beaucoup dans l'ego, parce qu'il aime le ballon, il a envie de dribbler. Et ça va être à nous de lui faire voir autre chose que l'ego. C'est de lui faire voir que oui, tu peux réussir par toi-même, mais pas que. Tu peux aussi réussir avec les autres. Et c'est avec les autres que derrière, bah, tu pourras exceller dans ton domaine. Donc forcément le discours, quand on est sur le terrain, c'est beaucoup collectif, jouer ensemble, progresser ensemble, faire les choses ensemble. Moi j'ai une très belle phrase, quand quelqu'un marque, je ne félicite jamais le buteur. Je félicite toujours la source. Soit ça va être le gardien, soit ça va être le défenseur, soit ça va être le milieu. Mais après dans mon discours c'est merci pour le jeu sans ballon que tu as fait, merci pour la passe, merci pour ceci, merci pour cela. Et après je vais féliciter le buteur parce que forcément vu qu'il aura marqué, il aura fait preuve de sang-froid. Mais voilà, c'est comme ça qu'on essaye d'éveiller les gamins au jeu collectif. C'est profond, avec Trippi on pourrait parler 2 heures les gars, je vous l'ai dit. Mais là t'as vu, il fait froid les gars, là on a synthétisé. Mais on va faire un épisode avec Trippi où on va parler vraiment tactique, on va parler de ce qu'il aime. Nous on a toujours été un petit peu... On a fait l'émission Covid. Une belle émission en plus en Covid. Mais moi j'ai envie d'un truc posé, où on est bien... après si ton club te le permet bien évidemment, parce que maintenant voilà. Après avec plaisir. Moi je suis pas de langue de bois, donc s'il y a des choses à dire je le dirai, tu vois, donc avec plaisir. Bah donc on se posera ensemble. Et dernière question, juste avant qu'on fasse le signe, fais-moi ton top 5 en 5 des joueurs avec qui tu as joué. Ou même ton top 5 mondial. Tu mettrais qui dans ton top 5 mondial? Toute génération confondue. Yo l'équipe, ça c'est un épisode qui m'intéresse énormément, on n'en parle pas assez, on va en parler plus que ça, je vous le dis. Donc j'aimerais que mon invité puisse se présenter. Je la laisse se présenter, après on parle un petit peu d'elle parce que je sais que vous voulez savoir un petit peu sur elle.
Donc merci de m'avoir invitée. Donc je m'appelle Mila, j'ai 23 ans et je suis plutôt connue sur les réseaux, surtout dans le monde du football et plus connue sous le nom de Texou, voilà. Alors moi Textou, j'ai regardé aussi plutôt sur TikTok. Ouais. J'ai regardé tes vidéos TikTok. J'ai vu que tu mettais un petit peu le ton de l'humour un petit peu autour du foot. Tu fais aimer un petit peu ton univers par rapport à ton amour du foot et à tes coéquipières. J'ai vu que tu faisais pas mal de petits challenges, des frappes et tout. J'ai vraiment aimé regarder ton contenu. Donc je me suis posé la question d'ailleurs, qui est Mila? Et j'aimerais bien que tu puisses aussi, pour toutes celles qui te suivent, leur expliquer un petit peu d'où tu viens et on va aller crescendo, si tu veux bien en tout cas. Ouais, bien sûr. Allez, merci explique-nous. de me poser la question. Il n'y a aucun problème. Donc, effectivement, je parle rarement de moi et je pense que ça peut interroger des personnes et en inspirer certaines. Donc effectivement, ça fait 10 ans que je joue au foot maintenant. Donc je suis de Dole, de base, une petite ville. Et comment j'ai aimé le foot? Tout simplement, j'ai une famille que de garçons quasiment. Et ils sont dans le monde du football. Donc il fallait que je fasse mes preuves. Donc je me suis inscrite dans un club de foot et j'ai voulu rivaliser contre eux. Donc voilà comment j'ai aimé le football. Donc je suis passée de district à régional, à national. J'ai vu quasiment tous les niveaux jusqu'à de la D1 en tant que réserviste. Magnifique, magnifique. Et est-ce que tous tes frères jouent au foot? Alors, tous les gens de ta famille jouent au foot? Toute ma famille joue au foot. C'est une question qui me vient là, ça m'intéresse. Comment on est, nous, en tant que, par exemple, alors fille ou garçon, mais en tant qu'enfant, quand à la maison, il n'y a que du foot, est-ce qu'on est trop influencé et au final, on choisit par défaut? Ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on apprend à aimer au quotidien? Alors je pense que c'est quelque chose qu'on apprend à aimer au quotidien. Le football va nous aimer et nous on va aimer le football. C'est vraiment une école de vie. Le football c'est vraiment une école de vie. Ça m'a instruit énormément de valeurs et je pense que ça m'a même rapproché de moi-même et de ma famille en général. Mais quand même c'était pas facile. Quand tu dis c'est pas facile, tu me disais que voilà, tu avais un peu cette envie de défier un petit peu et d'être à la hauteur. Comment ils étaient les échanges au niveau quand tu réussissais pour une fois ou deux à mettre ce petit crochet qui faisait la différence au niveau de la famille? Est-ce que c'était bien pris? C'était moyennement pris déjà. Mes cousins tout de suite ils voulaient me faire comprendre que les filles c'est pas au foot. Forcément nous on se fait une force de caractère, une force de mental. Donc j'ai appris énormément et surtout avant, il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup de filles qui jouaient au foot. Donc il fallait faire sa place et franchement j'ai fait ma place par mon jeu, par mon caractère. Donc franchement, tant qu'on se lance pas, on peut pas savoir. Donc, toi, t'es gauchère, il me semble. J'avais vu, t'es gauchère. Ouais. Est-ce que tu avais des... Parce que tu disais tout à l'heure très bien que dans ta génération, ça jouait pas énormément au foot. Est-ce que toi, tu avais un exemple? Est-ce que ton exemple, c'était par défaut un joueur masculin ou est-ce que tu as un petit peu regardé certaines joueuses qui t'ont donné envie de jouer au foot? Masculin, donc je regardais essentiellement le football masculin. Donc je vais pas te mentir, mon idole en tant que portugaise aussi, Cristiano Ronaldo, voilà. Mais en tant que femme, j'avais vraiment Eugénie Le Sommer, c'est vraiment quelqu'un de très inspirante avec un grand parcours et sur lequel je me suis appuyée et ça a un peu aussi forgé du coup la personne que je suis. Voilà. Question, pourquoi Eugénie Le Sommer? Quelle qualité elle avait qui t'a inspiré? Parce que tu parles d'inspirante, c'est un mot très fort qui te donne l'envie de faire quelque chose. D'être inspiré par quelqu'un, c'est quelqu'un qui te donne envie de faire. Pourquoi Eugénie, elle t'a donné envie justement de prendre le pli d'aller jouer au foot? Elle a tout quitté pour le foot. Elle a tout quitté pour le foot. Ses amis, sa famille, elle a cru en elle alors que personne ne pouvait croire en elle. Et elle l'a fait de A à Z et au final, c'est vraiment une leçon de vie. C'est vraiment un exemple et je pense que tout le monde pourrait s'en inspirer parce que cette femme, elle est partie de zéro et elle est arrivée... Mais toi, en tant que petite fille, est-ce que tu le savais qu'elle avait tout quitté? Toi, au début, quand tu la vois, tu le savais ou pas? Donc, qu'est-ce qui t'a donné d'abord envie, en tant que joueuse? Est-ce que tu as des facultés qu'elle t'a... Peut-être en la regardant, tu t'es dit, mais ça, il y a ça que j'aime bien, c'est Eugénie. Et si tu en as une, c'était quoi la faculté que tu as trouvée d'Eugénie? Je te dirais, c'est qu'elle est jouée avec des garçons avant. Okay. Et qu'elle a un peu la même histoire que moi, et puis comment elle touchait le ballon. Ouais, son cas, il a un vrai toucher de balle. Voilà, son toucher de balle, il est incroyable. C'est une buteuse, elle a faim de ballon. Elle est prête à finir le match en sang, elle va continuer, donc vraiment la mentalité et son toucher de balle. Mentalité guerrière. Mentalité guerrière. Et il y a un point qu'on peut pas passer comme ça, tu as dit un truc de fou que je peux pas passer outre, c'est cet aspect d'être vu comme un garçon manqué. Tu vois, c'est quelque chose... J'aimerais bien qu'on y rentre justement dans ce sujet-là. Alors comment on vit ça? Est-ce que toi, comment on se sent en tant que fille quand on aime le foot ou qu'on aime les choses parce qu'on a vécu dans un environnement de garçons, pour le coup, et que justement l'extérieur nous rappelle à ça et qu'on nous qualifie un peu de « Ah mais toi t'es un garçon manqué », comment ça se dit ça? En fait au début tu sais, initialement le football c'était pour les hommes.
Donc nous, forcément, si on y va, c'est sûr qu'on va être porté un peu sur ce jugement de garçon manqué. Mais au début, je l'ai très mal vécu et je pense que beaucoup de filles aussi l'ont très mal vécu. Et il ne faut pas s'arrêter à là parce qu'au final, ta propre personnalité, c'est la personne que t'es toi. Et le regard des gens, ça va pas t'aider à avancer. Mais effectivement, peut-être qu'avant, j'étais un peu garçon manqué, je me cachais un peu. Et au final, le football, ça m'a forgé un mental. Et donc, je me suis assumée en tant que femme. Qu'on mette du maquillage ou pas, ça change rien à la personne. Mais effectivement, dans un milieu masculin, c'était compliqué. Mais maintenant, je trouve que, avec mes vidéos, j'essaie de féminiser un peu aussi le truc, tu vois. Ouais, je t'ai déjà vu jongler avec des talons. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais est-ce que c'est un mal pour... Enfin, je ne vais pas la tourner comme ça la question parce que je veux pas qu'elle soit mal interprétée, mais est-ce que c'est forcément péjoratif pour une fille d'être dans sa jeunesse un peu plus réservée et un peu plus garçon sur le moment? Tu vois, est-ce que tu penses que pour toi, ou avec le recul que tu as maintenant de ta vie à toi, bien évidemment, ça va être ta réponse à toi, est-ce que tu penses que voilà, c'est quelque chose sur lequel tu auras envie de changer, peut-être que tu aurais fait les choses différemment ou non? Franchement. Je vais te répondre sincèrement. Ouais, sincèrement. Et bien si je dois refaire la même chose, je referai la même chose à 100%. Et c'est quoi qui t'a aidé? Parce que tu m'as dit au début ça m'a fait mal. Il y a eu une étape entre eux. Ça t'a pas fait plaisir et tu l'as assumé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Qu'est-ce qui a fait que tu l'as assumé? Je te dirais un déclic et la confiance en moi que j'ai pris avec le temps. Il m'a fallu du temps. Je te dirais c'est à peu près quand j'avais 18-19 ans que j'ai pu assumer vraiment. Mais effectivement avant je me maquillais pas beaucoup, etc. Donc on grandit, on voit les filles qui se maquillent autour de nous. Peut-être on est un peu plus en retard. Mais au final on fait les deux et on s'assume quoi. Tu vois. En tout cas, merci beaucoup Mila, je vais pas prendre trop de ton temps sinon tu vas refroidir. On a une t'as finale un match et tout. jouer, tu vois. Tu vois, en plus c'est une finale, tu vois, vous allez dire c'est à cause de moi. Vous allez dire c'est à cause de moi après, c'est pas moi, c'est moi. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup. Juste... Enfin, on est sur le dernier invité et c'est le plus précieux. Moi, j'ai vraiment envie de vous le présenter. Je le remercie déjà de m'avoir invité parce que voilà, il m'a envoyé un message aussi sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il a un petit peu vu aussi ce qu'on fait au niveau de Rectangle TV. Franchement, ça lui coûtait rien, c'était gratuit et il nous a invités mais de très bon cœur. Donc déjà, je vais commencer par le remercier. Je remercie aussi l'équipe. Il y a Fafa, je vais dire juste Fafa parce que je sais pas si sur les réseaux tu mets ton prénom. Fafa qui est avec nous, Garel qui est avec nous, qui nous fait du contenu. Je vous mettrai tout ça en commentaire, surtout sur la vidéo en dessous. Allez donner de la force en commentaire, allez rajouter tout le monde. Il faut follow, c'est gratuit, c'est rapide et ça implique rien du tout. Donc voilà, merci à vous tous. On est avec le hôte, tu vois, c'est le host, c'est la principale personne là. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Ouais, je me présente. Alors moi, c'est Sioufaï. Je suis le président de Football Solidarity, une association que j'ai fondée avec ma femme et mes amis en 2020. On a une particularité, c'est qu'on est une association qui vient en aide aux associations. Donc voilà, on crée des beaux événements comme aujourd'hui pour leur donner de la visibilité, leur apporter un peu de sous et les soulager dans leurs années parce qu'on sait que toute l'année c'est des bénévoles, c'est compliqué. Et là, on a envie de faire quelque chose où on se fait plaisir, on ramène des guests, on ramène des anciens joueurs pro, foot. Voilà, on essaie de mélanger un peu tout le monde, de passer un bon moment et d'essayer d'oublier un peu les soucis du quotidien. Merci pour tes précisions. Et comment ça se passe pour les associations, pour ceux qui ne connaissent pas? Est-ce que les associations s'inscrivent? Est-ce qu'ils candidatent? Comment vous décelez ou comment vous choisissez l'association en question? Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas encore assez gros malgré l'apparence qu'on peut avoir sur les réseaux. On sélectionne les associations. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je suis beaucoup d'associations sur le compte. J'observe ce qu'ils font et après, je leur propose nos services. C'est-à-dire que c'est moi qui les démarche en leur disant est-ce que ça vous intéresse qu'on vous accompagne, qu'on vous crée un événement de A à Z et qu'on vous reverse la totalité des fonds. Ah! Est-ce que tu suis l'association Hope Rectangle TV? Est-ce que tu suis? Faut aller suivre. On va aller suivre. Voilà. Nous, on est là vraiment pour aider les associations. Voilà. Donc, justement, ce genre d'événements permet de créer de la connexion. Et c'est ce que j'aime aujourd'hui, c'est que je vois tout le monde se connaît et tout le monde s'entraide. Et voilà, demain, on peut faire un projet pour For Hope, pour vous, pour tout le monde, tous ceux qui sont venus aujourd'hui nous donner de la force. Après, c'est à nous de leur donner aussi. Donc, si vous avez une belle association, avec plaisir. Je trouve que c'est un beau message. Ouais, vous êtes là pour mettre en avant aussi des assos, mettre en avant des bénévoles, mettre en avant des projets. L'association que tu as mis en avant, elle est franchement pour moi exceptionnelle. Voilà, qui parlait un petit peu aussi des personnes malades.
Comment s'est passée ta journée? C'est quoi la réalité du quotidien d'organiser un petit peu ce genre d'événement? Ouais, franchement, en fin de journée, on est soulagé. C'est le premier sentiment qu'on a parce que c'est un événement qu'on prépare depuis 3 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est assez long entre la réservation des terrains, la réservation des guests, ceux qui annulent au dernier moment. Et il y en a toujours pas mal, il y a pas mal d'imprévus. Et voilà, c'est un événement qui est dur à organiser, mais qui est beau dans son ensemble. Donc c'est pour ça qu'on le fait chaque année. Ce tournoi est annuel maintenant et il est réclamé par tous. Donc ça prouve qu'on fait du bon boulot. Voilà. On vient ici, on essaie de faire passer un bon moment et surtout de bien présenter l'association qu'on aide. Nous, on n'essaie pas de se mettre en avant. Le principe de l'association, c'est vraiment de parler de celle qu'on défend. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos valeurs, c'est de toujours montrer et de donner de la force aux associations. Et sans se mettre en avant, on n'est vraiment pas là pour ça. Nous, on veut vraiment que les gens viennent soutenir la cause qu'on aide. Et j'espère qu'aujourd'hui, ce sera le cas. Ce qui ressort à chaque fois quand je posais les questions autour, tout le monde était content de revenir. Tu as le temps déjà, pendant tout cet événement, de parler un petit peu avec les gens. Quand tu organises, tu as le temps d'échanger un petit peu par rapport à l'évolution et avoir ces retours-là que moi j'ai pu avoir ou pas? Pour être honnête avec toi, cette année, c'est la première année où je joue pas. Parce que d'habitude, je joue avec l'équipe des bénévoles. Et c'est frustrant parce qu'aujourd'hui, cette année, je voulais vraiment prendre le temps justement d'échanger avec les personnes que je fais venir, qu'on fait venir. Et malheureusement, j'ai pas pu parce que j'ai dû arbitrer. On a un arbitre qui s'est désisté. C'est les aléas du moment. Mais comme je connais un peu la plupart des joueurs, j'ai préféré arbitrer pour pas qu'il y ait trop de tension. Parce que voilà, c'est très compliqué. Mais voilà, au final, à la fin, on est vraiment content parce que comme tu dis, les gens me parlent déjà de l'année prochaine. On parle dans 1 an, hein, c'est pas demain ou après-demain. On me dit déjà, on sera là l'année prochaine, on reviendra. L'année prochaine, on va gagner. Donc ça prouve qu'on fait des bonnes choses et on me réclame même maintenant de faire un événement cet été. Donc c'est des choses qu'on va faire. Football solidarité. Est-ce qu'on, dans l'évolution, on sera peut-être amené à avoir basket solidarité ou d'autres sports Pour être transparent, la petite histoire, c'est que football solidarity, ce sont les initiales de mon nom et mon prénom. Donc en vrai, voilà, je voulais que ça sonne avec mes initiales parce que je voulais un peu léguer quelque chose si demain il m'arrive quelque chose et que je quitte ce monde. C'est un peu des idées noires, désolé. Mais je voulais laisser quelque chose à mes enfants, laisser quelque chose derrière moi, quelque chose qui rappelle ce que j'ai été. Voilà, je suis très social, j'aime bien aider les gens. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis Football Solidarity, mais on est ouvert à tous les sports. Et d'ailleurs, je l'annonce en avant-première, c'est qu'on va organiser très prochainement un tournoi de paddle, ce qui est le sport montant en ce moment. Donc on va faire un gros tournoi de paddle dans le même format avec des invités, des guests et des gens qui pourront venir affronter des célébrités. Donc tenez-vous prêts. Donc voilà. En tout cas, on sera prêts et bien sûr, voilà, tous ceux qui nous suivent seront les premiers à vouloir en tout cas voir ton évolution. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? Honnêtement, la même réussite. Hein. Aujourd'hui, moi et mon équipe, on est très dévoués pour cette cause. On n'est pas à plaindre. Aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est assez compliqué. Donc moi, je me souhaite juste que les gens soient toujours aussi bienveillants avec nous et qu'ils viennent nous donner de la force comme ils le font. J'aimerais vous remercier d'ailleurs d'être venus sans avoir hésité 1 seconde. Voilà, vous avez répondu présent tout de suite et c'est ce genre de connexion moi qui me plaît. Où demain, on va pouvoir s'entraider tous ensemble. Il n'y a pas de concurrence, on peut tous avancer ensemble et voilà, c'est la mentalité que j'aime. Aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de vous voir tous sourire, de voir tout le monde se connaître. Et voilà, c'est ma satisfaction franchement à la fin de la journée. Combien de bénévoles, combien de gens sont autour de toi qui t'aident? Parce qu'on a vu, il y en avait qui étaient au niveau des scores, qui prenaient des scores, on avait des gens qui coordonnaient. Aujourd'hui, l'équipe de Football Solidarity, elle est composée d'une 15aine de personnes. Vous avez sûrement rencontré ma marraine, Jessica Ouara, qui nous aide énormément. J'aimerais aussi faire une petite dédicace à Jean-Michel Badian, qui est un ancien joueur pro et qui est aujourd'hui entraîneur adjoint à Angers. Il ne peut pas être présent sur les événements, mais il nous a beaucoup aidé, il nous aide beaucoup. Et à toute l'équipe de bénévoles, des amis d'enfance. Voilà, je les connais depuis qu'on est tout petit, la maternelle. Donc c'est la famille. Voilà. Et il y a des gens aujourd'hui qui nous rejoignent, comme Kin, qui est à la photo, Shakira, j'ai dit son prénom, désolé, mais voilà, ça fait partie des bénévoles, des gens qui nous donnent de la force et qui nous ont fait grandir. Et c'est grâce à eux aujourd'hui si on est présent. Donc aujourd'hui, il faut compter entre 15 et 20 personnes. Et c'est vraiment des personnes qui se donnent corps et âme pour l'association, pour aider les gens. Et ça fait vraiment plaisir de voir que chaque année, on rajoute 5-10 personnes. Donc voilà, on va continuer à grandir. Et l'objectif de plus tard, c'est de faire plusieurs événements dans l'année et d'aider beaucoup plus d'associations que ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Alors quoi de mieux que de finir sur cette belle note avec ce bel invité. C'est pour ça que je vous ai dit, je voulais le faire à la fin. Parce que ça, c'était le plus important. En tout cas, on vous remercie encore une fois d'être toujours aussi nombreux sur Rectangle TV, de nous follow, de nous envoyer vos messages. Je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, donnez de la force à mon gars, Garel. Je vais vous envoyer aussi tout ce qu'il y a, tous ces réseaux, pardon. Je vais vous envoyer aussi tous ces réseaux. Shaki. Bon, non, il l'a dit, c'est pas moi. Je vais envoyer Shakira aussi. Film, allez follow aussi. Voilà, Shakira Film. Je vais vous envoyer, allez follow, allez donner de la force à tout le monde. Nous, on est là, mais vraiment, normalement, comme il a dit, on s'est même pas posé deux questions. On a répondu à l'invitation. Donc, répondez à l'invitation de donner de la force à ceux qui en donnent. Lui, il en donne. Et tous ceux qui sont autour de moi aussi donnent de la force à Rectangle TV. Merci à eux. Donc, n'hésitez pas à les follow. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Vous savez très bien que chez nous, vous êtes comme chez vous. Mais pas trop quand même.